Marc Melki, Paris. Bonjour Marc Melki, Bonjour Keren El-Kaïm. comment allez-vous et que ressentez-vous actuellement par rapport à cette époque que nous vivons? Écoutez, moi perso, je me sens bien. J'ai passé un confinement assez engagé par rapport à mon action photographique avec d'autres, des associations comme Droit d'urgence, la LDH et d'autres. Donc connecté, très connecté, comme beaucoup. On va en parler dans un instant, mais vous êtes passionné par la littérature, par la musique, le cinéma et d'autres choses encore. En quoi est-ce que l'art et la littérature vous paraissent essentiels en ces temps-ci? Bah, écoutez, je pense que sans art, sans littérature, on serait dans une période comme ça, on aurait été complètement perdu. Je pense que là, pour le coup, on était obligé de se recentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire, bon, oui, la photographie, la littérature, le cinéma, après aussi la vie, donc en ce qui me concerne les enfants, les courses, les devoirs et, euh, et la cuisine. Mais c'était un mix d'essentiels, quoi, de choses essentielles. En tant que photographe, vous vous percevez comme un témoin. De quoi êtes-vous témoin et en quoi est-ce qu'une photographie peut éventuellement changer notre regard sur le monde? Bah, c'est un peu la question que je me pose depuis une petite dizaine d'années à travers une action photographique que je mène auprès des sans-abri. C'est justement, je me suis rendu compte de la limite de l'image photographique et surtout de l'afflux d'images qui nous inonde. Mais la photographie est peut-être encore, malgré tout, malgré la crise du monde, du monde des auteurs en général, mais aussi des auteurs photographes, euh, le moyen le plus rapide pour communiquer. Mais en ce qui concerne mon action, et je pense en ce qui concerne euh, la force qu'on veut donner au message, parfois ça ne suffit pas. La photographie ne suffit pas toute seule. Vous le disiez, il y a une dizaine d'années, votre travail a pris une tournure engagée puisque vous êtes mis à défendre, à montrer les sans-abri. Comment est né ce déclic? Comment est née cette colère chez vous? Ben, c'est par la répétition de ce que j'ai vu d'abord sans faire de photos, et puis par le temps qui passait. Disons que bon, si on voit des femmes et des enfants dormir dans la rue, parce que là ça allait plus loin que le sans-abrisme, c'était vraiment une mini crise humanitaire, mais une crise humanitaire quand même. Quand je dis mini, parce que c'était pas des centaines de milliers de morts, mais c'était des centaines de personnes et beaucoup de familles migrantes d'Europe de l'Est qui dormaient au cœur de Paris sans que personne, en tous les cas au niveau des pouvoirs publics, ne réagisse vraiment, sauf en envoyant de temps en temps la police oui, ou la police pour faire en sorte qu'ils quittent un trottoir pour aller sur l'autre trottoir quelques heures après. Donc sans aucun projet politique de base. Euh, donc c'est ça. Et après, au bout d'un moment, je suis revenu un peu à l'essentiel de ce que peut être la photographie, c'est-à-dire de témoigner. Et à travers ces témoignages, très vite s'est enclenchée une action, une volonté d'action et un peu une promesse que je me suis faite à ces enfants que je voyais dans la rue tous les jours, même sous la pluie, parfois en train de pleurer dans une cabine téléphonique, parce qu'ils étaient dans une détresse telle que des fois c'était tellement dingue, et surtout de rentrer tous les soirs
chez soi et laisser ses enfants dormir dans la rue. C'était hyper bouleversant. Donc, je me suis dit, stop, je ne vous laisserai pas tomber, en gros, quoi. Alors vous le disiez, hein, parce qu'on va en parler, plus en détail dans un instant de ce projet, en question, mais que la photographie a aussi, des limites par moment et vous avez, fondé ce collectif, qui s'appelle, Exil Intramuros. En quoi consiste-t-il? Que faites-vous au sein de ce collectif? Bah, écoutez, ça part de… C'est un collectif qui s'est un peu imposé à moi. En fait, donc je faisais ces photos. Donc, il y a d'abord eu, au bout de 3 mois, une publication dans Libération, une assez belle publication avec 12 photos, très bien mise en page, avec un texte fort, et qui a fait une espèce de boom un peu médiatique. C'est-à-dire que ça a été repris sur France Inter le matin dans la revue de presse. Dans la matinée, 2 heures après, j'ai eu un coup de fil de Canal+, puisqu'ils voulaient reprendre le dossier au 13h. À ce moment-là, c'était Ali Badou qui faisait une émission. Et donc, tout de suite dans la journée, j'avais jamais vu ça. J'étais assez content pour mon travail, mais surtout content de l'écho Marc? chez un truc Marc, que tout le monde a excusez-moi. culpabilisé tout d'un coup. Il s'est dit, attends, Marc? c'est fou ce qu'on supporte depuis des mois, parce que la publication était en novembre et moi j'ai vu des familles s'installer en mars, donc de mars jusqu'à la publication en novembre, il s'était passé bien 6 mois. Mmh. Ça s'est juste coupé, Et du coup, j'ai continué après parce que je voyais que bon, voilà, ça a fait boum. En fait, le lendemain, et la ville de Paris et le gouvernement, je ne sais pas, en tout cas, ils ont envoyé la police pour faire débarrasser les familles que j'avais photographiées la veille. Mais je m'attendais à cette réaction. Hein, je ne pouvais pas faire autrement, ou alors c'était d'être dans une omerta totale et se dire bon, bah non, bah, si je communique là-dessus, il va y avoir un retour de bâton. Mais ça a été que ça se passait déjà comme ça. Donc j'ai continué à publier un peu dans la presse, dans Libération et un peu dans d'autres, mais surtout j'ai commencé à créer un mouvement sur Facebook, à publier régulièrement presque toutes les semaines, en tous les cas 2-3 jours par semaine, avec des photos que moi je trouvais complètement sidérantes, où je me disais mais c'est pas possible, le gouvernement va venir, ils vont m'appeler, ils vont me dire attendez, c'est dingue, c'est où, qu'est-ce qui se passe, on va tout de suite aller les aider. Mais non, rien. Au contraire, des démantèlements dans les bidonvilles à côté. Donc, il y avait une espèce de folie un peu qui s'installait entre la mairie de Paris et le gouvernement. Donc, c'était un gouvernement de gauche avec une mairie de gauche. Mais quand Valls, parce que surtout c'était à cette époque-là, mais ça continue encore, hein, cassait un bidonville à Bobigny, les migrants venaient s'installer à la République. Et donc, comme j'étais un peu en connexion, je commençais à être un peu en connexion avec la mairie, plus avec les mairies qu'avec le gouvernement d'ailleurs. Très vite après, s'est créé un petit mouvement autour de moi, et surtout avec Eliette Abécassis qui m'a appelé, qui a vu mes photos, et on a créé tous les deux un tout petit collectif qui s'est après agrandi avec d'autres personnes. Et au bout d'un moment, je me suis dit, j'en ai parlé à Eliette, je lui ai dit, écoute, là ça tourne en rond, je sens que mes photos ne n'auront jamais rien. Et si on inversait les rôles, si c'était toi maintenant qui posais pour moi, et qu'on déclenchait comme ça une action collective avec d'autres, et on commencerait par toi, évidemment. alors Et donc, ce projet, comme vous dites, bah, c'est pas toujours évident d'alerter, à la fois l'opinion publique et à la fois, les pouvoirs publics puisque comme vous le disiez, on voit ces SDF tous les jours et en même temps on finit, par ne plus les voir. Donc vous avez imaginé ce projet, qui s'appelle «Et si c'était vous?» qui a d'ailleurs, donné lieu à un livre chez Actes Sud. Quel miroir est-ce que vous nous tendez à travers ce projet? Et peut-être qu'on peut voir la photo d'Eliette Abécassis dont vous nous parliez il y a un instant. d'accord. Le miroir que, que je tends, c'est comment dire, en fait, c'est un peu dans le titre. Le titre d'ailleurs, et si c'était vous, c'est Eliette qui l'a trouvé.
moi, j'ai eu l'idée du concept de ces photographies. Et c'est juste nous renvoyer à notre empathie qu'on devrait avoir tous et se dire, voilà, ouais, si c'était nous, c'est très, très, très possible. Non seulement de dégringoler socialement et de se retrouver à la rue, ça peut arriver, ça peut arriver presque à tout le monde, peut-être pas à Bernard Arnault ou des gens extrêmement riches ou puissants, mais ça peut arriver à beaucoup d'entre nous, pas mal de personnalités même que j'ai photographiées qui ont eu des passages compliqués dans leur vie. Et, et de se réveiller, quoi, je veux dire. Et là, on voit que aussi, on peut être à un moment, là, on a vu un peu avec le virus, avec la crise du coronavirus, qu'on on aurait pu être amené à éventuellement migrer. C'est un peu ce qu'ont essayé de faire aussi d'ailleurs les Parisiens qui se retrouvaient comme des gens à vouloir migrer, aller ailleurs, mais en même temps un peu empêchés. Donc on ne sait pas où éventuellement, bien sûr, une guerre. Donc ce que vivent les sans-abri une dégringolade sociale ou les migrants parce qu'ils sont chassés ou ils n'arrivent plus à vivre dans leur pays, on devrait tous, non pas culpabiliser en permanence, c'est pas du tout le propos, mais essayer de ne pas tomber aussi bas. C'est-à-dire que je trouve insupportable qu'une société comme la nôtre en soi à tolérer que des enfants dorment dans la rue, mangent dans la rue, vivent dans des bidonvilles sans eau, sans électricité. Et on l'a vu encore pendant cette pandémie, sans rien, quoi, sans toilette. Alors, il y a eu de l'aide, il y a eu des choses qui se sont déclenchées, mais trop peu. Et jusqu'à maintenant, c'est pour ça qu'on a lancé aussi avec d'autres associations une pétition qui Marc? est dans de telles proportions. Donc, avec Eliette avec Cassis, on a essayé de lancer un mouvement qui a un peu d'effet parce que finalement, ça a interpellé très rapidement la mairie de Paris. Et l'idée, c'est d'être 1 plus 1 plus 1 et de faire masse. Donc, chaque personne que je photographie irradie un peu sur son entourage, sur ses relations. Et c'est comme des espèces de bulles qui se coagulent et qui font un énorme appel pour plus de solidarité. Donc, on va commencer avec la photo d'Eliette, si vous voulez. Bien sûr. Bon, je la mets à l'endroit. Donc là, c'est la toute première photo. On est donc 2 ans après le début de mon travail, où elle pose dans une cabine téléphonique, en bas de chez elle. Et elle était descendue avec sa couette. Alors après, c'est vrai que après, visuellement, j'ai fait un truc, quelque chose de plus uni, avec toujours la même couverture. Et puis mais donc là, c'était la première, on avait improvisé. Et ça se mariait assez bien, si on peut dire, avec une photo d'une femme rome qui dormait dans une cabine téléphonique. Donc, je sais que j'ai dérangé pas mal de gens sur le fait de photographier les gens pendant leur sommeil sans leur demander leur avis, mais comme c'était justement le sujet de montrer que des femmes et des enfants et des personnes sans abri, sans distinction d'origine, de pays ou quoi que ce soit, juste des personnes, voilà, sans qu'on les reconnaisse trop. Mais je disparais un peu. Non, vous êtes là. C'était de témoigner et pas lâcher l'affaire. Donc là, c'est la deuxième personnalité que je connaissais, parce que comme au début, il fallait bien que j'y aille avec mes contacts perso. Donc Sanseverino, qui avait un groupe dans les années 90, donc je connaissais un peu, on fréquentait les mêmes lieux, on se rencontrait dans les concerts. Et lui, il commençait avec son groupe qui s'appelait Les Voleurs de Poules, qui faisait évidemment référence aux tziganes qu'on accusait tout le temps de vouloir voler des voleurs, en gros. C'est aussi vraiment une action, ça évidemment, j'y tiens beaucoup, une action totalement
contre la stigmatisation et la discrimination de quelques populations que ce soit. Donc là, en l'occurrence, c'est les Roms. Mais voilà, on le voit maintenant aussi avec des migrants qui viennent de Syrie ou d'Afrique et qui se retrouvent dans des situations complètement hallucinantes en temps de pandémie. Voilà. Donc, Sanseverino a accepté immédiatement, puisque c'était aussi son histoire. Il adore la musique manouche. Et donc, c'était avec tous les deux, j'ai eu immédiatement une publication dans un journal, dans Metro News. Et c'était un peu un coup de bluff. C'est-à-dire que j'ai lancé une action en direct dans la presse. Et ça a été repris pareil, un peu comme la première publication dans Libération 2 ans auparavant. Ça a été repris très vite, là, pour le coup, après sur les réseaux sociaux, pas très loin, mais bon, en Belgique, en Suisse, et où il y a eu même des infos un peu erronées qui partaient sur mon action, où il y avait des publications, des affiches avec des stars, des personnalités dans Paris, alors qu'en fait, pas du tout. Mais ça a créé un deuxième buzz qui m'a aidé après à continuer. Mm-hmm. Donc après, aidé par un petit peu un coup de pub médiatique sur mon travail, je suis rentré en contact avec d'autres personnalités que je ne connaissais pas via Facebook, parce que je commence à avoir pas mal d'images à montrer, donc surtout avec les personnalités que j'avais déjà photographiées, mais surtout avec les images des familles à la rue. Donc là, c'est Geneviève Garrigos, qui était présidente d'Amnesty International de 2008 à 2012, quoi, ou peut-être que je me trompe, de 2006 à 2012, et avec qui je suis resté en contact. Et elle a vraiment soutenu mon action en posant, après en publiant dans le magazine d'Amnesty. Et ça a aussi encore, à ce moment-là, élargi sur d'autres personnalités qui n'étaient pas des personnalités du spectacle, ou du cinéma ou de la musique, mais qui étaient des personnalités du monde associatif et entre autres Amnesty. Et donc, je fais correspondre, quand je disais que la photo ne suffit pas, je fais correspondre ces images à chaque fois, je les monte en diptyque, donc ce n'est pas obligatoire, mais pour montrer ce travail, je veux absolument que la réalité soit connectée avec la mise en scène, mais ce n'est pas une mise en scène, c'est une mise en scène vraie, quoi. Je veux dire, les gens arrivent, il n'y a pas de maquillage, ils prennent des pauvres couvertures, un bout de carton, et ils sont directement plaqués au sol et vivent pendant un instant ce que vivent les sans-abri. Et ça suffit 10 minutes, un quart d'heure pour sentir la détresse puis la folie de se retrouver au sol. Et je leur demande aussi pendant ce moment, s'ils le veulent bien, en général, ils sont toujours très, très partants, d'écrire un petit texte. Donc après, c'est aussi une façon pour moi de rendre hommage à un acteur que j'aimais beaucoup. C'est à l'envers. C'est Didier Bezas, qui est disparu il y a à peu près 2 mois. Et c'était un acteur que j'adorais et que je connaissais un peu dans une autre vie quand j'étais animateur. Et je m'occupais de sa fille, Mathilde. Et on est resté en contact. Et évidemment, Didier était très engagé à gauche. Et cette action le touchait énormément. Et il a tout de suite répondu présent. Il a écrit aussi un texte qui est dans le livre, Et si c'était vous, Exil Intramuros, comme d'autres, François Morel, ont écrit bénévolement. Donc il y a aussi cet aspect chaîne collective que je trouve chouette. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est quand même. Alors, non, il y a un endroit là. Non. Non, je crois que c'est l'autre côté. Ah, bon, ouais. C'est qu'au tout départ,
ces personnalités comme Jean-Michel Ribes ou d'autres ont posé pour une page Facebook. C'était pas du tout pour un magazine. Je me rappelle d'une discussion avec Jean-Michel Ribes, il m'avait dit mais tu fais ça pour qui? Je suis là, pour le moment, c'est pour ma page Facebook, c'est juste une action collective que je suis en train de lancer. Il y a eu une petite publication, là, bref. En tous les cas, c'était très important pour moi d'une action collective, et ça l'est toujours. Là, c'était une image assez dingue. On est rue de la Roquette et on est en été, en juillet 2013, et c'était une famille qui dormait dans un recoin, et c'est un quartier extrêmement bruyant près de la Bastille. Et là, on voit qu'il y a une trace d'urine, donc les gens sont mis à uriner pas très loin au-dessus, et ça touche pratiquement l'enfant qui est au sol. Et je me suis dit que vraiment, c'était plus possible de voir de telles scènes, quoi, en plein Paris. Alors, en ces temps de coronavirus, on parle beaucoup de solidarité, mais aussi de ce fossé qui risque de se creuser suite à cette crise et de plonger encore plus de gens dans la précarité. Comment est-ce que nous, on peut contribuer à la fois à la pétition dont vous parliez? Ça s'est un petit peu coupé à ce moment-là, donc j'aimerais que vous nous en reparliez, mais aussi peut-être aussi à travers des actions comme le droit à l'urgence ou l'association, le collectif que vous avez créé. Comment est-ce qu'on peut concrètement vous venir en aide et venir en aide à ces gens-là? Alors, concrètement, venir en aide à ces gens-là, pardon, il y a des associations qui existent et qui font beaucoup pour aider les sans-abri en général, comme le Secours catholique, le Secours populaire, Emmaüs. Mais curieusement, enfin pas curieusement, mais on peut que constater que c'est pas assez, c'est pas suffisant. Ça fait des années et des années qu'on voit le nombre de sans-abri exilés confondus augmenter. Là, on voit bien qu'avec ce qui est en train de nous tomber dessus, des personnes sont restées à la rue, parfois dans des conditions dramatiques, mais on ne peut pas en vouloir ni à la mairie de Paris. C'est vrai qu'il y a une espèce de débat sur. Mais voilà, tout d'un coup, les cabines téléphoniques, les sanisettes étaient pendant un moment inaccessibles, fermées. Plus personne ne pouvait aller nettoyer. Donc les sans-abri sont retrouvés dans la rue sans les bistrots pour aller aux toilettes, sans point pour. Donc ça s'est organisé petit à petit, mais on a bien vu que le fait qu'il y ait autant de sans-abri à Paris et en France, avec une crise comme ce qui nous est arrivé, ça plonge très vite. Et là, 2 mois après, on se rend compte que, bien sûr, il faut sauver, il faut sauver les gens les auteurs, des tas de gens qui n'ont plus de boulot. Les photographes aussi sont très touchés par cette crise. On voit qu'il y a des milliards qui pleuvent, alors que quelques mois, c'est pareil pour les urgences, quelques mois avant, on était énormément à dire il faut aider, et là, tout d'un coup, on en est à des centaines de milliards qui tombent, alors que si on avait résolu ce problème avant, que ce soit pour les urgences, pour les violences faites aux femmes, pour les sans-abri, on n'aurait pas pris autant, il n'y aurait pas eu autant de souffrance, pas autant de gens qui plongent. Donc maintenant, c'est comme ça. Ce qu'il faut mettre, c'est de plus en plus la pression. Donc nous, on s'est dit que ce n'était pas possible de laisser des gens dans la rue seuls. Tout d'un coup, finalement, il ne restait plus que des sans-abri. Alors que l'injonction du Premier ministre, d'Édouard Philippe, c'était « restez chez vous ». C'était un truc totalement atroce. Donc, dès le 17 mars, le jour du confinement, avec Jérôme Justy, le président de Droit d'urgence, a eu l'idée et l'intuition qu'il fallait agir tout de suite. Et donc, on a lancé une pétition qui, effectivement, est partie très, très vite et très fort. En quelques jours, on était à 50 000 signatures. Et depuis, avec d'autres associations comme
la LDH, Cali, Utopia, plein d'associations. Et surtout à l'initiative de Jérôme Justy, on fait des mises à jour qui appellent à de nouvelles signatures encore, qu'en fait, ce n'est pas une pétition, c'est une pétition vivante. C'est-à-dire que là, on en est sur un référé pour que les migrants qui sont en ce moment au Canal Saint-Denis, à Aubervilliers, autour de la région parisienne, parce que finalement, ceux-là ne sont plus dans Paris, puissent avoir accès à l'eau, que la police arrête de les harceler en perçant leur tente, en leur demandant de partir, alors qu'ils n'ont pas du tout d'endroit où aller. Donc il y a cette pétition, et comme je vous le disais, après il y a des tas d'associations qui montent de bras et qu'on peut aider, mais c'est pas c'est par rapport au monde des sans-abri, au monde des sans-abri depuis des années, c'est tout un système qui est à mettre en cause, quoi. Je veux dire, c'est clair. C'est pas que l'État ne fait pas assez. L'État en fait beaucoup. Quand on discute, on est un peu dans le truc. On voit que l'État fait beaucoup, les villes font beaucoup, les associations font beaucoup, mais c'est toujours de plus en plus de sans-abri. Donc il y a quand même tout un système à remettre en place. Alors là, la discussion est ouverte. Eh bien, nous inviterons également nos spectateurs à le faire, à rejoindre votre cause et à découvrir votre travail également sur le site internet que je placerai en bas de votre biographie. En tout cas, merci beaucoup, Marc Melki, pour ce beau témoignage et pour ces photos très, très puissantes. Merci Karen, à bientôt. Portez-vous bien, au revoir. Merci. Au revoir.